Bonjour et bienvenue sur la chaîne du studio 4D2 pour cette interview que nous avons l'honneur d'avoir aujourd'hui, d'accueillir Ghislain Bonnotte de Don't Panic Games qui nous fait le plaisir d'être venu jusque dans dans nos terres helvétiques pour pouvoir discuter un petit peu de ce que produit cette maison d'édition, pour discuter du futur, de l'actualité et tout ça. Donc Ghislain, bienvenue chez nous dans notre modeste studio. Merci. C'est un plaisir de t'accueillir. Et puis, donc, on va prendre un petit moment pour discuter de Fabula Ultima, principalement. Hein, on voit là à côté de toi. Et également de tout ce qui est produit par Don't Panic Games, principalement, on va dire, dans le jeu de rôle, puisque c'est un peu le domaine d'activité qu'on préfère. Et donc, avant de parler vraiment du vif du sujet, tu viens donc de chez Don't Panic Games, mais quelle est exactement ta fonction, ton parcours au sein de cette vénérable institution? Alors, chez Don't Panic Games, je suis la personne qui est l'éditeur jeu de rôle. Donc, je m'occupe de toute l'activité jeu de rôle au sein de l'éditeur. Ce depuis février 2024. Voilà, je suis arrivé juste avant le FIGE. Comme ça, j'étais dans le bain directement. Ça m'a permis de faire connaissance avec l'équipe et voilà, d'être tout de suite dans l'ambiance. Donc, c'était super. Et donc, c'est une relève que tu as pris, ou c'est le moment où vous avez décidé chez Don't Panic Games de faire du jeu de rôle? C'est une relève, c'est-à-dire que la décision, on va en reparler pour la date de la décision, mais effectivement, il y avait déjà une personne qui m'a précédé, qui est Emmanuel Garbi, que tout le monde connaît un petit peu dans le milieu, qui a dû jeter l'éponge pour des raisons de santé. Voilà, et donc j'ai repris la relève dans la foulée, juste après le lancement de mon premier jeu de rôle. D'accord. Donc oui, parce que précisons-le, dans Panic Games, c'est pas, vous débarquez pas dans le monde du jeu. Vous avez déjà quelque chose d'assez établi dans le domaine du jeu de plateau, hein, si oui, je c'est ça, jeu de société, jeu de cartes, jeu de société. plateau. Et donc, il y a eu cette extension opérée sur le jeu de rôle, qui est un jeu de plateau comme un autre, hein, d'une certaine manière. Voilà, un jeu de société, en tout cas. Un jeu de société, oui, tout à fait. Et justement, avec ce nouveau créneau que vous avez investi, quels sont les premiers obstacles ou le challenge notables que vous avez rencontrés? Alors déjà, en fait, pour replacer un peu le contexte, c'est-à-dire que Don't Panic Game s'est lancé publiquement dans le jeu de rôle récemment, mais ça a toujours été un objectif de la société et de Cédric Littardi, son patron, puisque lui-même c'est un rôliste depuis ses 11 ans à peu près, il joue beaucoup moins, mais il fait toujours du JN, et donc ça a toujours été un objectif pour lui de placer du JDR. Par contre, sa volonté était d'importer des univers d'animés, de mangas en France, et ça, c'est quelque chose qui se fait sur le temps long. Faut séduire les gens là-bas, faut montrer patte blanche, faut montrer ses capacités, etc. Donc il a fallu d'abord, déjà du coup, monter l'activité en attendant, et donc du jeu de société, et en même temps, ça a permis, sur certains de ces jeux, de montrer aux partenaires japonais ce qui était possible de faire en France, de ce point de vue-là, donc avec des jeux notamment comme Cowboy Bebop Space Serenade, qui a permis derrière de publier Cowboy Bebop le jeu de rôle. Ouais. Et donc ça, c'était une ambition personnelle vraiment par amour pour tout ce qui est japonais, ou c'était un positionnement sur un créneau encore peu exploité? Alors, c'est un peu les deux, c'est-à-dire que Cédric Littardi, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fondateur de Kazé, qui est donc été le pionnier de la distribution des animés en France. Voilà, Kazé c'est devenu Crunchyroll depuis. Voilà, donc le Japon, c'est quelque chose pour lequel Cédric a une passion, et il a donc promu l'animé en France pendant des années, et il s'est dit, voilà, en jeu de rôle, il y a des choses à faire, et c'est très dur d'avoir des licences au Japon, et donc il dit, il faut que je le fasse, sinon, qui le ferait sinon? Ouais. Voilà. Ouais, effectivement, d'autant que le monde japonais du jeu de rôle, c'est quelque chose d'assez différent de ce qu'on a comme connaissance en Occident. C'est une version, c'est une vision différente du loisir. Ouais. Donc ouais, effectivement, avec Kazé, avec l'activité sur du jeu de plateau, il y a déjà un gros savoir-faire qui vient.
Est-ce que vous avez ressenti il y a eu beaucoup de compétences transférables dans toute cette expérience à mettre dans le jeu de rôle? Pas tant que ça, c'est-à-dire que ça reste des processus assez différents, un travail assez différent dans les deux cas. Ce qui va être notamment commun, ça va être la partie relation justement au niveau licence, donc avec les ayants droit, et donc tout le travail qui va se faire sur l'approbation des jeux de société, ça sert évidemment énormément au moment de venir avec un projet jeu de rôle. Et après, l'expérience en termes de fabrication, de production, tous les réseaux, etc. Donc ça, et les réseaux de distribution aussi, c'est sûr que ça aide pour ce qui est de démarrer dans le jeu de rôle après. Ouais. Est-ce que vous avez le sentiment, dans cette approche, dans le fait que vous transfériez aussi des licences japonaises, que vous avez une expérience, vous apportez quelque chose de différent dans le milieu par rapport aux autres éditeurs? Alors, là, ce qu'on va nous apporter, notre angle en fait d'attaque de ce milieu du JDR, on va dire il y a deux parties, deux angles, on va dire ça. Donc la partie évidente, donc qui est que on veut apporter en France des licences japonaises, voire asiatiques au sens plus large. Et l'autre angle, c'est d'apporter éventuellement des produits grand public, plus grand public. Donc avec mon premier jeu de rôle par exemple, Nobi Nobi, qui est le premier projet que dont j'ai dû m'occuper en arrivant. Voilà, on est sur des produits qui sont plus grand public, et nous on va pouvoir, notamment par notre accès au réseau livre et à la distribution en général, être en mesure de donner un marché un public, un nouveau public à ces produits-là. Mais forcément, donc, il faut les faire un peu différemment de ce qu'on a l'habitude dans le JDR classique. Ouais, effectivement, il y a une démarche pour sortir un peu de la niche rôliste. C'est agrandir la niche. Et donc vous avez eu le lancement, tu disais, de Cowboy Bebop, qui est peut-être un poil plus confidentiel. Ouais. Alors, peut-être encore en France, c'était quand même pas mal, mais c'est vrai que ça a peut-être eu pas tant de visibilité que ça, parce que du coup, on nous attendait pas. C'est aussi un jeu qui, au départ, a été financé en anglais sur Kickstarter. Donc c'est une coédition avec Mana Project Studio. Donc il y a ce côté un peu plus complexe que ce qu'on a l'habitude, on va dire, de voir comme proposition commerciale de la part d'un éditeur. Voilà, mais le jeu fait son chemin dans les boutiques. Effectivement, et là où je voulais dire confidentiel, c'est comparé à Fabula Ultima, qu'on entend beaucoup plus prononcer comme mot. Et globalement, avec ces premières incursions, quel est votre sentiment de l'accueil que vous avez été réservé par le public rôliste? Eh bien, en fait, au départ, on avait peur. On s'attendait, voilà, un petit éditeur de jeux de société qui arrive comme ça dans JDR en se disant tiens, je vais faire, voilà, on prétend faire du JDR, et on avait un petit peu peur d'un rejet. Notamment, Cédric avait un peu peur de ça parce que il a été habitué à cette levée de bouclier dans d'autres expériences, notamment l'animé. L'animé en France, quand ça s'est lancé, c'était pas très très bien vu. Voilà, donc il avait un peu cette crainte, et très vite, on s'est avéré que les craintes étaient totalement infondées, puisque l'accueil a été plutôt bienveillant, curieux. Voilà, donc on était agréablement surpris et très contents finalement de ce qui se passe. C'est vrai que l'animé a eu sa période un peu de chemin de croix, mais comme le jeu de rôle sous la période d'Uma, on a aussi eu beaucoup de difficultés. Donc voilà, ces deux produits, il y en a d'autres qui vont venir. C'est tout un processus créatif que vous avez mis en place, spécifique au jeu de rôle. Et justement, comment est-ce que vous procédez pour mettre en place ce cycle de création, de production? Alors, il y a une partie, on va dire, qui est pas très différente de ce que vont faire nos collègues éditeurs de jeux de rôle, qui est voilà, d'avoir une idée, de la raffiner pour avoir le bon concept de jeu, la bonne proposition de jeu
pour le public souhaité. Nous, là, ce qui va faire la différence, c'est qu'en fait, on va souvent partir d'une licence. Donc, voilà, donc Cowboy Bebop, par exemple, ou Ghost in the Shell bientôt. Et donc, c'est d'en tirer un petit peu la quintessence, de dire quelle est la quintessence de cette licence, qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle propose, et de transcrire ça dans une proposition de jeu. Et une sorte aussi de pitch pour l'ayant droit, pour lui montrer qu'on a compris sa licence, qu'on va donc la respecter. Et là où on va devoir être bon, c'est qu'il va falloir leur montrer quel est le projet dans sa globalité. C'est-à-dire le projet éditorial, le projet commercial, quel produit on va faire, la liste des produits qu'on peut faire, un planning, un budget, ce genre de choses. Et une fois qu'on a ça, ils vont tout éplucher. Bien sûr, il faut avoir donné ça en japonais. Voilà, et ils vont éplucher tout ça, nous donner, poser des questions, ils vont autoriser des choses, retoquer d'autres, et donc on va affiner le projet dans des allers-retours de discussion qui peuvent être très longues, voilà, et c'est c'est cette partie-là qui va déclencher ensuite, ou pas, un projet à publier. D'accord, donc du coup, si je comprends bien, il y a vraiment toute la phase négociation sur la licence en elle-même, il y a le pôle création de l'objet ludique en lui-même aussi. Ça implique, j'imagine, que vous avez monté toute une équipe qui s'occupe de ça. Alors, il va y avoir une phase où on va effectivement rencontrer des auteurs, ou parfois ce sont des auteurs qui se sont manifestés à nous avec des idées, soit liées à la licence, soit pas du tout, mais il y a, on va dire, une convergence. Voilà, donc il y a une partie rencontre, on va dire, avec au recrutement d'une équipe créative qui va, pour le coup, être quelque chose de relativement classique par rapport à ce qui se fait dans le milieu du JDR en général, voilà, qui va être assez différent du coup de ce qu'on fait en jeu de société. C'est pas les mêmes personnes globalement, parce que c'est pas du tout la même façon du coup de mener le projet au niveau créatif. Clairement, il y a des bases de game design qui peuvent se retrouver, mais on est quand même dans deux choses très différentes. Voilà, et notamment quelque chose qui est en général absent du jeu de société, ou en tout cas qui a une place bien moins prépondérante, c'est le lore, la storyline. C'est ce qui fait que c'est une première étape en général pour avoir une bonne relation avec un ayant droit japonais, c'est que on va montrer mécaniquement qu'on est capable de faire quelque chose d'intéressant avec sa propriété, mais en termes d'approbation, la difficulté, elle va être plus sur la technique au niveau visuel. Est-ce qu'on utilise correctement leurs assets visuels, alors que sur le jeu de rôle, c'est là la marche qui est plus haute à gravir. On va s'attaquer en plein à la storyline, au lore de la propriété intellectuelle qu'on vise. Et là, c'est très touchy, c'est beaucoup plus long comme processus, ça escalade potentiellement assez loin dans la chaîne de l'ayant droit, parfois jusqu'à l'auteur lui-même, donc ça allonge les délais, et ils sont très protecteurs, et on les comprend, mais du coup de ce qu'on fait avec leur story et sur leur univers, leurs personnages, etc. Donc, puis d'une part, il y a les personnages, l'univers, mais il y a aussi tout le propos sous-jacent de l'œuvre à la base qu'il faut respecter et la retranscrire dans le jeu. Et il faut leur expliquer aussi ce qu'est finalement le jeu de rôle, et même si ça existe là-bas, même si, etc., l'ayant droit ne connaît pas forcément tous les propos ou les concepts dans le jeu de rôle, donc c'est parfois un peu nébuleux pour eux, donc il faut être capable de leur expliquer, faire un peu de pédagogie, et donc c'est de l'investissement sur le long terme là-dessus. D'accord, ouais. Et pour aborder un sujet qui va nous intéresser un peu plus lors de cette interview, à savoir Fabula Ultima, c'est un jeu qui a rencontré un certain succès, qui a même remporté un certain nombre de prix. Si je m'abuse, le prix Octogone tout récemment, et un Annie aux États-Unis.
Alors les Ennies, effectivement, Ennies, 2 Ennies aux États-Unis, Deux, ouais. un prix Rollist Octogone 2024 et le prix du Graal à Cannes en février. Voilà, donc c'est assez, enfin ça récompense, je dirais, un parcours du jeu dans le public avant tout, le public, les boutiques. C'est quelque chose qui s'est fait progressivement. C'est-à-dire que là aussi, on nous attendait pas plus que ça. Le jeu avait donc un petit écho aux États-Unis grâce aux Ennies, mais on n'est pas sur des immenses licences, on n'est pas sur un éditeur qu'on attend. Donc, et pareil, c'était le premier financement de Don't Panic Games sur du jeu de rôle en français. Donc ça a essuyé un peu les plâtres, ça a été de l'apprentissage et aussi bien après de la réalisation, etc. Et sur la communication. Et donc le jeu, il s'est fait un peu son chemin, pas tout seul, mais c'est vraiment sur ses qualités propres qu'il a été plébiscité. C'est le bouche à oreille qui a fait son succès. Et ce bouche à oreille est remonté progressivement aussi auprès des influenceurs. Et donc tout naturellement, quand il a été question, voilà, de prix, etc. Donc nous, on a candidaté avec ce jeu parce que nous, on croit en ce jeu depuis le début. C'est un coup de cœur de Cédric et donc on voit que on n'est pas les seuls à le penser. Voilà, donc on a vu les ventes et donc le succès critique Ouais. relayé par bah, du coup les prix. Mais il me vient justement une question peut-être un petit peu piquante, parce que on sait, même si tu dis voilà, on est arrivé un peu la fleur au fusil, c'est un peu notre première grosse incursion, etc. C'est un jeu qui émule les JRPG, les jeux vidéo japonais, enfin les RPG japonais. Donc c'est une institution largement au-delà du Japon. Il y a des gens qui ont découvert les RPG console ou PC, mais que au travers de ce type de jeu. Donc c'est quelque chose c'est un phénomène culturel quand même. Donc est-ce que quand vous avez commencé à recevoir ces prix, est-ce que c'était vraiment une surprise totale ou est-ce qu'il y avait le secret espoir ou un peu l'attente de se dire on a un produit qui est quand même fait pour titiller, on va dire, beaucoup de geeks à travers le monde? Au moment où on candidate et au moment d'approcher les dates de remise des prix etc., on sait qu'on a nos chances. On pense qu'on a nos chances, on voit le bouche à oreille qui s'amplifie, il n'y a pas trop de voix discordantes par rapport aux qualités du jeu. Donc les gens qui n'aiment pas le jeu ne l'aiment pas pour des raisons objectives, mais qui relèvent d'une pratique, d'une conception de leur partie, d'une conception de ce qu'ils attendent d'un jeu de rôle, etc. Et donc, en fait, on est d'accord. Il n'y a déjà pas de dévinte. Juste, voilà. Donc nous, on croit au jeu. On voit qu'il commence à plaire à un public plus large. Et on se dit, il y a une possibilité. Par contre, on voit aussi que il y a de la concurrence, c'est-à-dire que sur les prix, notamment à Octogone et à Cannes, en face, on avait quand même aussi des jeux de très bonne qualité, on avait des très bons jeux en face. Donc, c'était très ouvert. Pour nous, voilà, on ne partait pas confiant. On se dit, il mérite, mais il n'est pas le seul. Ouais. Et donc, ça reste une semi-surprise. De se dire voilà, il y a une reconnaissance des qualités du jeu et donc voilà, on est hyper content. Et donc ces reconnaissances, forcément, ben il y a vraiment la preuve du succès d'estime pour vos produits. Il y a peut-être une certaine forme de pression, c'est-à-dire qu'on va se dire les prochains jeux, on va vous attendre peut-être un peu au tournant. Est-ce que ça a changé quelque chose chez vous dans votre façon de produire, dans votre façon de marketer, de communiquer,
Pas vraiment. On va dire, il y a une forme de validation dans ces récompenses. La pression, en fait, dans le jeu de rôle, je pense que la plupart des éditeurs euh, euh, le vivent comme ça aussi. Il y a en fait sur chaque projet, il y a une pression, elle est financière. Et ensuite, il y a une pression qu'on se met à nous, qui est notre aspiration à proposer le meilleur jeu. Parce que ça reste un marché de passionnés. Les gens, ils viennent pas sur ce marché en se disant bon, ça a l'air sympa, il y a moyen de se faire de la caillasse. Non, en fait, les gens, ils viennent d'abord parce que ils veulent proposer des super jeux. Et s'il y a moyen de pas perdre sa maison au passage, ça serait pas mal. Donc, il y a cet équilibre à trouver entre les deux. Les récompenses, ça nous conforte dans le fait qu'on a sûrement compris un truc à un moment donné, donc on va s'en servir pour la suite. Mais ça conditionne pas notre stratégie, on fait pas des jeux en se disant ça peut gagner un prix, ça non, donc on le fait pas. C'est pas comme ça, puis je pense enfin, il y a aucun éditeur qui pense vraiment Non, puis qui fonctionne comme je ça. pense que, comme tu le disais, l'ADN, c'est vraiment de faire une chose d'abord comme par passion et C'est que c'est ça. Et développé dans ce après, sens. voilà, on essaye de faire en sorte que financièrement ça tienne la route et du coup que on soit pas les seuls à trouver le jeu génial. Et donc ça nous motive du coup à se dire bon, voilà, on a compris un truc, ça plaît, continuons. Et ça galvanise hein, quand on revient avec un prix. Alors en plus moi, ça fait 1 an que je suis chez Don't Panic, Ouais. je monte 2 fois sur un podium. Voilà, c'est cool. Ça fait une bonne On première année. revient au bureau avec un joli trophée, ça c'est sympa. Tout le monde est content. On repart chargé à bloc. Et je me posais la question parce que c'est sûr que Don't Panic vient avec un bagage beaucoup plus large, en plus avec tout ce qui est des projets précédents, casés, ce genre de choses. Est-ce que l'incursion, qui est un succès dans le monde du jeu de rôle, ça vous a ouvert d'autres horizons, d'autres portes que ce que vous aviez déjà, ou pas Alors, vraiment? pas vraiment, parce qu'on était déjà, on va dire, un peu connectés dans le milieu. Ça nous a permis de rencontrer, par contre, effectivement, plein de gens qui font des super jeux. Donc ça, c'est toujours très sympa. Non, après, on a déjà un réseau, on fréquente pas mal, voilà, que ce soit le milieu, etc. Ce que ça a changé, éventuellement, c'est au niveau du milieu professionnel, les distributeurs, les professionnels en général, où on est maintenant placé, on va dire, sur la carte des éditeurs de jeux de rôle. Avant, on était des éditeurs de société, éventuellement un éditeur de jeux de société qui, tiens, il fait un jeu de rôle, mais maintenant c'est ok, c'est un éditeur de jeux de rôle, on a compris, ils ont une place sur cet échiquier. Et à contrario, est-ce que ça a changé quelque chose dans la perception de vos partenaires ou distributeurs côté jeux de plateau ou les autres domaines? Pas vraiment, non. Non plus. Non. Donc justement, est-ce que maintenant vous ressentez une forme de pression supplémentaire sur ce que vous devez produire ou ce qu'on attend de vous? Non, mais on va dire qu'on est dans une phase un petit peu d'accélération, on va dire, où on a une liste de projets donc maintenant il faut les mener à bien. Et puis sur Fabula Ultima, donc c'est une gamme qui continue son chemin en version italienne et anglaise. Nous, notre ambition là-dessus, par contre, c'est ça, c'est de dire à des ayants droit dont on fait la localisation du jeu de rôle, le français sera la première langue de traduction après, après votre propre publication. C'est l'ambition qu'on porte quand on fait une proposition. Voilà, donc ce qu'on dit à Need Games, voilà, dont on remercie encore pour la confiance. C'est voilà, nous Fabula, on continue à le porter. On est conforté dans notre volonté de le porter. Donc voilà, donc il y a du suivi. Il y a pour l'instant aucune raison de pas sortir ce que Need Games sort le plus rapidement possible dans la mesure du marché français.
C'est vrai qu'ils sont assez productifs. Ils ont le Techno Fantasy qui est maintenant en financement, enfin qui débute maintenant. Il y a le Natural Fantasy, ça fait rare qu'ils ont Alors, aussi de leur côté. en anglais, le Natural Fantasy Mhm. est sorti il y a pas très Oui. longtemps. Donc ils ont les 3 et ils ont un Kickstarter qui a été annoncé, qui va arriver un peu plus tard dans l'année, qui va notamment parler de bestiaire. Oui, c'est juste, c'est Voilà. juste. Et Parce qu'ils ont couvert les propositions qu'ils avaient dans le livre de base, des différents types voilà, de disons que settings. le 3e Atlas ferme une première phase, on va dire, pour le jeu. Et donc pour eux, c'est l'occasion avec le Kickstarter de fêter la fin de cette phase, tout en proposant un bestiaire. Donc ils vont proposer plein de choses sympas. Et avant de s'approfondir dans Fabula Ultima, qui est un peu le point central de la discussion malgré tout, on parle justement de JRPG, tous vos produits sont influencés, sont issus de la culture nippone. Qu'est-ce qu'il y a comme particularité, particularisme presque, qui vous intéresse, qui vous pousse à vous dire on a envie de faire des jeux issus de ce genre d'univers, issus de cette culture-là? Alors, il y a 2 choses. D'abord, souvent le jeu de rôle, c'est un peu un moyen d'échapper au quotidien. Donc, on cherche des choses un peu exotiques. Et le Japon, il y a une fascination pour cette culture et tout ce qu'ils produisent en termes de culture. Donc c'est assez finalement assez logique, une suite logique de se dire voilà, on cherche à proposer quelque chose en jeu de rôle qui soit exotique. Le Japon, c'est pas une mauvaise option. Ensuite, ce qui va être intéressant dans ce que le Japon a tendance à proposer en termes d'animé, de manga, etc., c'est compliqué de se dire il y a une recette ou il y a quelque chose là-dedans qui ou un type d'histoire, etc. Parce que finalement, les mangas et les animés, c'est moins un genre qu'un média. Il y a énormément de types d'histoires différents donc de genres d'histoires et d'univers, et donc on peut pas vraiment le résumer en se disant voilà, on va faire ça et c'est ça qui nous intéresse et on va faire que ça en JDR. Évidemment, il y a plein d'animés et plein de mangas qui sont plutôt des mangas d'action, des animés d'action, d'aventure avec des héros, etc., du dépassement de soi et tout. Donc ça, évidemment, l'héroïsme en JDR, c'est aussi une longue histoire, donc ça aussi, c'est, on va dire, une autoroute pour ce genre d'univers. Mais c'est pas forcément uniquement ce genre d'histoire qu'on veut forcément publier, pas que ça. Par contre, quelque chose qui est intéressant dans ce qu'ils proposent en animé et manga, en tant que média et en tant que manière de l'aborder, malgré ses travers, il y a quelque chose d'intéressant, je pense, pour le jeu de rôle de nos jours, qui est que le manga, c'est une publication périodique, c'est feuilletonnant, et les auteurs n'ont pas le temps de développer très profondément un univers, des personnages, etc., avant de se lancer, ou au fur et à mesure. Donc ils vont brosser des choses qui suffisent pour avoir une histoire palpitante jusqu'au prochain épisode, et ainsi de suite. Et en fonction des réactions du public, ils vont approfondir telle partie, tel personnage, emmener l'histoire dans une direction ou dans une autre. Finalement, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans à 2 titres, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être que beaucoup de rôlistes ou de rôlistes en devenir attendent autre chose que d'avoir un super univers mais développé en 300 pages, ce qu'ils veulent, c'est jouer au moins autant qu'ils lisent, au moins autant qu'ils préparent. Et ensuite, il y a cet aspect finalement où l'auteur de manga, il est en quelque sorte fan de son public, puisqu'il va suivre un petit peu l'écho que lui donne son public. Alors, d'une part, c'est une contrainte de l'éditeur là-bas, mais faut pas se mentir, mais ça crée aussi une relation avec le public qui peut être une relation qui peut être entre le MJ et ses joueurs, qui est que le MJ, un MJ fan de ses joueurs va forcément leur proposer une histoire qui les intéresse. Et
comme il est fan de ses joueurs, c'est une histoire qui va l'intéresser aussi. Ouais. Et on n'est pas sur quelque chose où on a des joueurs qui demandent un type d'histoire, mais le MJ il vient avec sa propre histoire et ça se rencontre pas forcément, ou il y a des frustrations parce que le MJ il a préparé plein de trucs dans une direction, mais les joueurs au bout de 5 minutes ils partent complètement à angle droit par rapport à ça. Ouais. Voilà, donc ça c'est des choses qui sont intéressantes en termes de narrative design, de création d'univers, comment on propose des choses comme ça. C'est ça, parce que c'est très en phase avec toute une partie actuelle du jeu de rôle, d'avoir de la construction participative, et donc Fabula Ultima propose vraiment de construire le monde ensemble, joueurs et MJ. Et donc ça va très dans la phase de le MJ en gros c'est l'auteur, les joueurs c'est le public, et l'auteur va, le MJ va développer ce que le public attend de voir. D'autant que c'est difficile quand même à restituer parce que votre matériau de base, les mangas, l'anime, c'est graphique avant tout, alors que dans le jeu de rôle, le graphique c'est pas l'élément central. Et voilà, ça va être à un moment donné un support pour se projeter. Mais très vite, il faut autre chose. Sinon, c'est creux. Ouais. Et donc, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dans toute la production nippone, justement animé, manga, qui vous intéresse, mais du point de vue narration, puisqu'on est au centre de l'idée du jeu de rôle? Alors du coup, comme je disais, pas tant que ça, parce qu'il y a, même si, on va dire, tout ce qui est animé d'action et de manga va naturellement nous attirer voilà, en tant que rôliste habitué à des histoires héroïques, etc. Maintenant, ça n'empêche pas de aller chercher des univers un peu différents, des propositions aussi un peu moins héroïques, voilà, et voir des choses beaucoup plus cosy, drama, etc. Pourquoi pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Dans cet ordre-là, il y a eu précédemment, on va dire peut-être le plus célèbre des jeux de rôle par le passé, c'était Ryutama, qui offrait vraiment quelque chose de très cosy, de très calme. C'est une des inspirations de Fabula Ultima. Exactement, on le voit dans beaucoup de choses, y compris les mécaniques. Il y a ce jeu aussi que vous avez récemment sorti, Wilder Fist, qui a une proposition très différente aussi de beaucoup de choses qu'on peut attendre, un peu proche d'un Monster Hunter, si je me trompe pas. C'est ça, c'est une des inspirations du jeu. Le Wilder Fist, on va être sur un autre angle, on va dire, de notre ligne éditoriale, qui est la trouvaille, le coup de cœur, et nos bonnes relations aussi avec les éditeurs italiens. On disait tout à l'heure, c'est un milieu qui est très créatif, très prolifique. Et donc là, on est... alors bizarrement, on est sur un jeu d'autrice américaine, elle est californienne, et d'origine asiatique, et très imprégnée de culture culinaire, mais aussi de jeux vidéo, de jeux de rôle, puisqu'elle travaille sur des univers comme Warhammer, voilà, donc elle est très... elle a c'est un peu aspiré, voilà, de choses comme Monster Hunter, de Cuisine et Dragons, voilà, et à côté de ça, elle a un penchant sur la cuisine et la géographie de la Californie, qu'on retrouve déguisée dans son univers, et du coup c'est beaucoup plus varié qu'on pourrait le penser. Et voilà, ça c'est un jeu d'auteur. Mais voilà, donc on a vu cette proposition, on s'est dit ouais, c'est très original, ça va pas être facile parce que c'est pas une licence. L'éditeur original n'est pas non plus un éditeur connu en tant que, il est un peu dans notre position en Italie. C'est un éditeur de jeux de société qui se lance dans le JDR, donc il va chercher des auteurs et Wilder Fist, c'est une proposition originale qui a des points communs avec Fabula Ultima dans le sens de la positivité des choses, sans être naïf. Il y a donc une inspiration sur des licences japonaises, voilà, donc on est sur des gens qui apprécient les JRPG, qui apprécient des jeux vidéo et qui aiment bien en fait faire leur propre tambouille, ce qu'il y a de le dire avec Wilder Fist, de
en mélangeant en fait des concepts, voilà, de chasse aux monstres, de cuisine. La cuisine est magique, elle nous donne des pouvoirs, les monstres eux-mêmes, on les mange, et c'est ce qui va nous faire progresser en tant que personnage. Et à côté de ça, on a un univers qui semble au départ assez en retrait par rapport à ce concept fort, mais qui en réalité est un univers post-apocalyptique avec des secrets pour les joueurs. Le MJ, il a toutes les clés pour le présenter petit à petit à ses joueurs, et on a plein d'angles d'attaque autres que juste chasser des monstres. Ouais, bien sûr. Et donc c'est quelque chose qui, d'un côté, a une proposition assez simple, qui pourrait être vue comme assez étroite, mais qui s'élargit en fait par une proposition d'univers avec en plus de petites réflexions sur le consumérisme, Ouais. voilà, l'écologie, etc. C'est vrai qu'il y a un propos sous-jacent dans Wilder Fist. Les différents atlas de Fabula Ultima vraiment retranscrivent bien au cœur de chaque fois dans tel ou tel genre quels sont vraiment les propos sous-jacents pour chaque type. Et hormis voilà ces deux jeux qui sont plus on va dire génériques dans l'univers, il y a les licences, tu le disais, vous avez commencé avec Cowboy Bebop, il y aura bientôt Ghost in the Shell. C'est des monuments auxquels vous vous êtes attaqué en disant on commence par le plus facile, hein. Voilà. Mais justement, ça a été quoi votre position, votre mentalité en se disant à adapter vraiment un univers aussi ancré, aussi établi, et d'essayer de le retranscrire dans un jeu? Alors, là, en général, on va discuter avec un auteur qui, on a notre idée un peu sur le propos de la licence. Donc, qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que on pourrait raconter pour autour d'une table de jeu de rôle? Donc, par exemple, sur Cowboy Bebop, le jeu de rôle, bon, le matériel est relativement réduit puisque c'est une série animée, qui d'ailleurs c'est assez original parce qu'en général il y a un manga qui est adapté en animé, là c'est un animé, et ok, on joue des chasseurs de primes et donc on chasse des fugitifs et pour toucher une prime et continuer, etc. Sauf que évidemment, ça c'est la surface et on va dire c'est un peu ce que les joueurs vont être. Ils vont être des chasseurs de primes, mais à côté de ça, l'animé il a une très forte originalité qui est musicale. La musique et tout l'animé est cadencé autour de sa bande son et qui en plus est jazzy et c'est assez c'était en tout cas à l'époque assez rare ce décalage et on est sur un monde de SF mais pas très optimiste où tous les humains sont en fait un peu déracinés vu qu'il n'y a plus la Terre, ils sont un peu il y a l'espace mais finalement il y a des autoroutes à péage, donc on sent une espèce de déprime, de spleen ambiant et des personnages qui sont tous très chargés en historique. Ils ont tous un passé très lourd qui est très peu évoqué au départ, puis progressivement dans la série, le passé ressurgit jusqu'à devenir le centre de l'histoire. Et on s'est dit, mais en fait, voilà, on a une proposition de jeu. On va jouer des chasseurs de primes qui vont avoir, chacun être typé avec des styles différents, ils vont avoir des approches, on va tout caler autour des styles musicaux, et on va rythmer les parties comme le rythme est important, donc on va rythmer les parties par des mouvements musicaux, par des scènes qui suivent un petit peu les épisodes qui sont assez scriptés de la série, et progressivement, il va y avoir des mécaniques qui vont, à un moment donné, faire ressurgir le passé des personnages. Au départ, ils peuvent s'appuyer dessus, mais à un moment donné, ça va revenir et en pleine tête. Et à ce moment-là, le scénario suivant, l'histoire suivante, va tourner, être centré sur le passé. Donc, ça permet de faire des campagnes relativement courtes. Les séances, les scénarios de Cowboy Bebop sont eux-mêmes plus courtes qu'un JDR classique, et on peut faire une campagne très satisfaisante en peut-être 3 séances, je dirais plutôt au moins 4, mais
jusqu'à 6-7 grand max, et on a passé un super moment avec des bons souvenirs, avec des personnages qui seront très marqués. La dernière partie que j'ai faite, un des joueurs était un perroquet avec un synthétiseur vocal. Voilà, donc on peut jouer le Gorky de la série si on veut. C'est cool. C'est super cool. Et alors sans rien dévoiler de l'avenir, plus dans la philosophie, parce que là vous êtes allé sur Cowboy Bebop, sur Ghost in the Shell, qui sont des monuments. Qui peut-être pour pas mal de personnes qui sont plus jeunes sont un peu des antiquités, et à la période où maintenant c'est Naruto, ou bien actuellement un des grands succès c'est Freerun et d'autres choses. Comment finalement votre intérêt pour des licences vient? C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment des coups de cœur, des choses que vous avez aimées parce que vous avez grandi avec dans les années 90, enfin 90 pardon, ou est-ce que c'est vraiment parce que vous voyez que l'univers offre un intérêt ludique prononcé? Il faut qu'il y ait tout ça. Qui est tout ça? Alors, on va pas sortir on va avoir du mal à se lancer dans un projet qui nous parle pas. Si l'univers nous parle pas, ça va être compliqué, ou on va avoir plus de mal à voir qu'est-ce qu'on veut raconter. Donc il faut qu'on sache ce qu'on veut raconter, est-ce que c'est intéressant. Mais c'est vrai que la plupart du temps, on va partir d'une idée. Donc par exemple, Cowboy Bebop c'était cool, etc. Après certaines licences, ça va être un peu stratégique, ça va se dire celle-là, ça va être plus facile de convaincre l'ayant droit de faire ci ou de faire ça. Donc Cowboy Bebop, on avait fait le jeu de société, c'est plus facile de discuter avec eux sur le jeu de rôle. Ouais, parce qu'il avait déjà une preuve. Parce qu'on a déjà pas mal parlé, parce qu'ils savent qu'on sait respecter le matériel, qu'on a compris, et donc on leur fait une nouvelle proposition. Ils ont une oreille. Donc il y a ça, mais donc il faut l'idée, mais derrière donc il faut la possibilité. Donc est-ce que c'est une licence qui est atteignable? Est-ce qu'on peut en discuter maintenant, dans 1 an, 2 ans? Est-ce que c'est quelque chose qui doit se faire sur un projet de longue haleine? Voilà. Parfois ça doit passer par d'autres projets sur d'autres licences, en disant vous voyez, on a fait ça, ça marche, pourquoi pas vous? C'est vrai que maintenant, vous pouvez aussi aller dire, regardez, on a fait ça, on a eu des prix, quand même. C'est beaucoup le travail de Cédric. J'imagine. Voilà. Et voilà. Donc on a cette idée, on a ces univers qui nous intéressent. Certaines licences vont être des choses effectivement plutôt qui n'ont pas forcément trop d'actualité, ou une actualité qu'on parfois clivante. Voilà, sur Cowboy Bebop, voilà, tout le monde n'est pas ravi de son actualité de ces dernières années, mais voilà, c'était une actualité. Ghost in the Shell, c'est une licence qui reste relativement moderne et qui passe un peu les époques. On en a d'autres en cours, voilà, qui ont certaines des actualités, certaines sont des monuments, donc on va célébrer. Et je vais rester très suisse, on est dans le pays du secret bancaire, je vais rien demander. Voilà. Mais il y a certaines choses qui pourraient être annoncées relativement. Par contre, en décorrélant de Don't Panic Games, toi, Ghislain, quelle serait la licence que tu voudrais voir adaptée en jeu de rôle? Alors Bleach, mais c'est pas du tout objectif, et j'avoue que j'ai pas moi-même spécialement réfléchi à la proposition de jeu, parce que l'animé, moi j'aime beaucoup l'esthétique de l'animé, j'aime beaucoup la mythologie qu'il y a autour, tout ce qui est fait, la poésie dans l'espèce de violence malgré tout qu'il y a dedans. Mais après, il faut en sortir une proposition de jeu qui soit intéressante en termes de JDR. Donc voilà. Mais à titre de juste fanboy, oui, ça fait partie des choses que j'aimerais bien voir. Voilà. Bon, Ghost in the Shell, ça faisait partie des choses que je voulais absolument voir un jour. Donc c'est vrai que ça fait une bonne entrée dans la vibe cyberpunk. Voilà. Psychopass, j'aimerais bien aussi. Ça serait pas mal. Des bons candidats.
Voilà, j'espère que vous avez noté ça sur votre liste chez dans le Panic Game. On note, c'est dans la liste qui est comme ça. Et, ouais, ça, voilà. c'est le problème. Et donc, sans s'étendre trop sur Fabula Ultima, parce que il y a d'autres vidéos, si vous les avez pas encore vues, où on va parler des règles et de tout. Mais Fabula Ultima donc émule le JRPG. On est sorti vraiment du manga et de l'anime. On est dans un autre aspect important de la culture nippone. Et là, pour vous, quels ont été, et donc votre partenaire de Need Games, un peu, quel était le feeling des difficultés ou des spécificités à retranscrire vraiment ces mécaniques de JRPG dans quelque chose qui soit aussi fun à à jouer avec des dés autour d'une table? Alors sur Fabula Ultima, l'historique un petit peu du truc, c'est que donc Cédric a découvert le jeu à un salon en Italie qui est un salon à Lucca, qui est le gros salon de jeux là-bas, et il voit un jeu qui parle de JRPG, donc il se dit il voit la qualité, il se dit voilà, c'est une évidence, c'est un coup de cœur, on y va. Le côté italien, Need Game, c'est presque la même chose. C'est-à-dire que l'auteur, Emanuele Galetto, si je dis pas je prononce bien son nom, c'est un auteur indépendant, pareil, qui a un Patreon, qui fait son truc, et il a développé ça en se disant voilà, moi ça m'intéresse les JRPG, c'est super, je veux pouvoir vivre des histoires de ce style-là, je veux pouvoir développer quelque chose comme ça, et puis je veux me démarquer un peu, je veux vivre autre chose que des univers dark, des ambiances sombres, torturées, où on n'est pas des gentils ou des anti-héros, ou voir il y a du PVP ou des choses comme ça. Voilà, il voulait sortir de ça, il voulait quelque chose d'un peu plus optimiste et héroïque au sens premier du terme. Et donc il voit un peu ce monument vidéoludique, il se dit voilà, qu'est-ce que je vais prendre là-dedans, et il s'est attaché un petit peu alors à un peu les tropes du narratif de ces jeux, qui est que finalement on joue des héros en devenir. C'est-à-dire qu'au départ, on a un petit niveau, mais on sait d'entrée qu'on va être le héros connu dans tout le monde de ce jeu, et on se dresse contre le mal, quel qu'il soit dans ce monde, comment il se personnalise, et en affrontant notamment des antagonistes très forts en général, et en le faisant souvent en groupe. Alors jusque-là, ça ressemble à n'importe quel JDR classique, on va dire. Ce qui est pas faux, puisque ça s'auto-inspire, hein, les JRPG s'inspirent du JDR, dont Donjons et Dragons. Ce qu'il veut aussi ce qu'il perçoit aussi là-dedans, c'est le fait que ce monde qui est en danger. C'est pas juste qu'il y a des méchants qui veulent faire des trucs, c'est que globalement l'existence même du monde tel qu'il est connu est en danger, et que les personnages joueurs vont devoir le sauver. Et ce monde, finalement, il est au départ assez peu connu du joueur, et il va être exploré, découvert, et au travers notamment de lieux emblématiques, pour être mémorable, parce que dans le jeu vidéo, si les scènes sont toutes les mêmes, bon, c'est un peu voilà, on va pas attirer le joueur comme ça, donc il faut que ce soit des lieux emblématiques, originaux à chaque fois, avec des approches, des objectifs et une histoire différente. Et donc il y a ce côté un peu exploratoire. Donc il se dit voilà, dans un JDR, je veux aussi ça. Ensuite, il y a un autre aspect qui transcende, enfin qui est vraiment dans tous les JRPG, c'est quelque chose qui vient de la culture japonaise, qui est leur origine animiste, qui est donc en fait tout a une âme. Donc il va y avoir un rapport déjà aussi entre la magie, la technologie, qui vont être les deux faces d'une même pièce, qui vont soit s'affronter, soit se combiner, mais elles ont une relation, et même un JRPG de SF, il va y avoir de
magie dedans, Oui. où il va y avoir cet aspect les âmes, qu'est-ce que ce concept de flux des âmes, et donc ça c'est quelque chose d'assez emblématique auquel il tenait. Voilà, je crois que j'ai à peu près dû en oublier un ou deux, mais voilà, déjà il y a ce truc-là. Et après, mécaniquement, il y a des poncifs, on va dire, et qu'il faut absolument reprendre. Les points de vie, la gestion des dégâts, il y a donc des classes, des niveaux, de la combinatoire de niveaux, de classes, pardon, de compétences avec des arbres à compétences à gérer. Donc de la combinatoire de compétences, de classes, individuellement, en groupe, l'inventaire, les types de dégâts différents. comment, voilà, la gestion des dégâts différents, les affinités avec ça, qui vont faire partie de la dynamique des affrontements avec les antagonistes, donc oui, et la gestion de l'équipement dans les, comment, enfin, c'est assez central dans les JRPG d'avoir une gestion d'équipement. Bien sûr. Alors après, ça, donc se dire, voilà, il s'est dit, j'ai ça à faire, j'ai ça à reprendre, mais je veux pas faire comme dans le jeu vidéo parce que on joue pas à Excel le JDR, mais on veut jouer, on veut pas faire. C'est vrai que ce serait la dérive et puis on n'est pas logisticien, on est voilà. Et donc, je trouve que ça fait partie de ces nombreuses bonnes idées, c'est cette gestion de l'inventaire dans Fabula Ultima qui permet vraiment de pas se prendre la tête justement là-dessus, mais en ayant ce concept central dans l'équipement des personnages. Et bon, bah c'est un point qu'on va prendre le temps d'explorer dans l'autre vidéo sur le système et surtout aussi sur l'aspect, enfin, de cet atlas de techno-fantasy, vu que tu parlais de pas mal de points là dans ton discours qui sont propres à cet atlas-là, mais on y reviendra plus en détail à un autre moment. Donc ouais, on a fait je crois un bon tour d'un peu tout ce que vous avez comme gamme actuelle, votre aventure dans tout ça. On a un petit peu parlé du futur. Je l'espère encore qui va durer longtemps, qui va être brillant pour vous. Mais justement, comment est-ce que vous voyez un peu votre évolution de catalogue sans donner de nom, toujours le secret, hein. Mais vers quoi, vers quelle tendance? Est-ce qu'il y a des tendances de game design vers lesquelles vous voudriez vous diriger et trouver des produits qui correspondent? Alors, on est toujours sur deux axes. Alors, on va dire trois même. L'axe principal, donc qui va être donc de porter des licences japonaises en JDR sur le marché du jeu de rôle en général, parce que pas qu'en France. Pour des tas de raisons, on est aussi très présent en anglais. Donc Ghost in the Shell sera en anglais en même temps qu'en français et en italien. Donc il y a toujours cet axe-là qui est l'axe principal, on va dire, qui est l'épine dorsale éditoriale. Mais il reste sine qua non, ça doit être de l'univers ou de l'inspiration japonaise. C'était l'objectif initial, c'est de se dire voilà, il y a plein de licences géniales en animé, en manga. Faisons profiter ça aux rôlistes. Voilà. À côté de ça, il y a la volonté de se dire, à côté de ça, notamment en localisation, etc., on va avoir des trouvailles, on va avoir des coups de cœur. Donc Wilder Fist, on en parlait, Veilborn, du même éditeur, qui va être de la dark fantasy, du noble dark, ça, voilà, où on est voilà sur des jeunes dans un monde médiéval qui découvrent qu'ils ont une nature à moitié ténébreuse, ils vont devoir la gérer, etc. Donc avec pareil un game design très sympa, voilà, c'est l'auteur de Not the End qui le fait. Donc en termes de game design, c'est pareil, c'est si ça nous parle par rapport à la proposition de jeu, si ça l'accompagne bien, ce qui nous intéresse, c'est aussi voilà de avoir quelque chose qui fait le pont entre guillemets entre le rôliste classique et les choses un peu plus modernes ou rafraîchissantes. On veut pas mettre des gens de côté parce qu'on est déjà sur une niche, donc si on veut encore fragmenter les gens, c'est pas très intéressant. Donc ce qui va nous intéresser, c'est plus quelle est l'histoire qu'on va vivre et comment faire en sorte que mécaniquement
ça nous la fasse vivre le mieux possible. Ouais. Et qu'on joue beaucoup. C'est surtout ça l'intérêt. Donc, on va aller chercher des propositions rafraîchissantes, des choses potentiellement aussi des univers extrêmement riches et à succès, que ce soit donc dans des sources animées, des sources de romans, pourquoi pas, voilà, bande dessinée. Parce que on va localiser notamment aussi Torgal, qu'on avait fait un jeu de cartes qu'on a localisé, et on va aussi du coup aider l'éditeur polonais à faire la version française du jeu de rôle. Voilà, Torgal, donc monument de bande dessinée, et chaque fois voilà qu'il y a des projets comme ça qui vont nous parler en termes d'univers, de licences qui sont vraiment intéressantes, et de propositions de jeux aussi qui vont apporter quelque chose de nouveau, d'un un peu décalé, ou qui permet d'élargir le public. Donc on avait fait mon premier jeu de rôle qui est voilà, des mêmes auteurs en fait. Il va y avoir Adorablin, qui est un tout petit jeu, mais un petit jeu de rôle. Voilà, où on va jouer des Adorablins, donc des gobelins mignons. Et ça va être un petit jeu d'aventure pour toute la famille qui joue en 1 heure. Voilà, on est sur la même ligne, on va dire, conceptuelle que Nobi Nobi. On est sur des courtes durées, même si là on peut vraiment plus varier, sur du familial, et sur du petit format, et des formats un peu décalés. Voilà, on est sur un petit jeu, ça va être gros comme ça. Ouais, chouette. Voilà. Ouais, bah il y a une vraie, il y a un vrai engouement en fait pour tous ces jeux familiaux d'initiation et apporter des propositions différentes. Je pense que c'est un truc très intéressant. Et donc, ce que je comprends, c'est que il y a vraiment cet axe culture japonaise avant tout. Il y a l'axe à côté tout ce qui est comme coup de cœur. Et comme vous faites aussi le jeu de plateau, est-ce qu'il y a davantage de connexions, de parallèles que vous voulez faire entre les gammes, entre les différents types de jeux? S'il y a une opportunité, oui. Pour ça, il faut qu'il y ait finalement un concept, soit parce que le jeu de société qui a été développé était développé sur un pitch qui est intéressant, voire qui est entre guillemets trop riche pour un simple jeu de société, et on se dit bah là il y a quelque chose à faire on va dire en jeu de rôle ou autre chose. Ça c'est des choses effectivement auxquelles on réfléchit assez activement. Et donc, avec Kazé, vous étiez dans le manga, là vous êtes le jeu de plateau, le jeu de rôle. Est-ce qu'il y a encore une autre étape d'expansion, d'autres types de médias que vous voudriez explorer? Alors, il faut savoir que donc Panic Games fait partie d'un ensemble d'entreprises du groupe Inis, et donc il y a Inis Édition qui s'intéresse déjà à publier des romans, mais surtout des documents autour de la culture geek, et notamment japonaise ou asiatique, que ce soit des documents sur un genre d'animé, ça peut être aussi sur des contes et légendes, ça va être des romans à succès comme de la cozy fantasy, voilà, avec Légende délatée. Voilà, vous êtes un aventurier, vous vous arrêtez et vous faites un café. C'est sympa. Voilà. Bah, il y a sûrement, voilà, là il y a un roman. Est-ce qu'on peut développer d'autres choses autour de ça? Voilà, sûrement. On y réfléchit. En jeu vidéo, il y a une grande vibe maintenant du care, donc vraiment tous ces trucs cosy et compagnie. Donc effectivement, pourquoi en jeu de rôle, autre chose, il y a pas, il y a ça, y aurait voilà. pas ça, ouais. Il y a des choses aussi humoristiques qu'on peut imaginer. On a des jeux de différents types qui peuvent pourquoi pas débouler sur des jeux de rôle, ou d'autres, pourquoi pas un jeu de société peut devenir du roman ou des choses comme ça. Donc il y a une espèce de synergie de geek. Ouais, je crois que c'est le mot d'ordre qui peut sans doute qualifier un peu l'ensemble de la démarche de Don't Panic Games. C'est geek, on aime, on a envie de faire quelque chose par passion.
Je crois qu'on a fait un bon petit moment ensemble. On a fait, il me semble, un bon tour de tout votre chemin, de ton chemin toi chez Don't Panic Games, des ambitions. J'aime bien laisser un peu la chose ouverte. Est-ce que toi, il y a quelque chose, un thème qui t'est cher et que tu aimerais encore aborder avant qu'on clôt cette discussion? Non, on a fait le tour. C'était très bien. D'accord. Eh bien, et merci beaucoup d'avoir fait le chemin jusque chez nous, d'être venu discuter. Merci pour votre accueil. D'avoir encore, on aura encore d'autres moyens, d'autres moments de discussion autour de Fabula Ultima, mais au moins là, on a pu voir un peu l'œuvre plus générale de Don't Panic Games et puis apprendre un peu mieux à connaître autant toi que l'entreprise. Donc merci encore, merci à vous de nous avoir suivis et au plaisir de vous retrouver dans une de nos prochaines vidéos.